matière d'innovation et de politique de développement collectif nous ont trop souvent échappé à nous, citoyens. Parce que nous avons été, et c'est à mon sens la grande question des révoltes sociales dans un certain nombre de pays aujourd'hui, c'est que je vais parler du Chili, que je connais un peu. Le Chili a fait un décollage économique absolument extraordinaire en l'espace, disons, de 10 années, 10 à 15 ans. Un certain nombre de personnes disent, mais à qui profite la croissance? Et est-ce que cette croissance et cette production de richesse, qu'on peut considérer comme un élément essentiel de l'histoire du Chili contemporain, après la dictature qui était un moment terrible, eh bien, est-ce que cela produit une croissance des personnes, une croissance humaine, ou est-ce que ça produit une amplification des écarts entre ceux qui tirent une bonne part du gâteau et ceux qui n'ont pas? C'est la même chose au Liban, c'est la même chose en Irak, c'est la même chose dans un certain nombre de pays, où, y compris chez nous, où un certain nombre de personnes se sentent à distance des bénéfices produits. Je crois que c'est la deuxième série de réflexions. Je crois que nous sommes dans un temps qui s'achève et nous sommes dans un temps qui s'ouvre. En tout cas, le lieu où je suis manifeste ça de manière forte, avec les délégations diplomatiques aussi bien qu'avec les étudiants, avec les congrégations religieuses aussi bien qu'avec les évêques de tous les pays. Nous sentons cela. Un temps s'achève et un temps s'ouvre. Nous percevons qu'un temps s'achève, le temps de la réduction utilitariste des choses et des êtres, le temps d'un développement identifié uniquement aux possibilités techniques et financières, elles-mêmes confondues avec le progrès, comme si le progrès c'était de toujours avoir plus, c'était de toujours consommer plus. On a même inventé des objets à durée limitée. Lorsque j'ai dû changer mon téléphone, il y a quelques mois, le vendeur m'a dit « Mais ce téléphone, il a combien d'années ?» En voyant le téléphone que je venais de lui montrer, et dont, effectivement, les capacités commençaient à s'épuiser. Je dis « Ce téléphone a 10 ans, mais c'est pas possible. » C'est-à-dire, dans sa mentalité même de vendeur de téléphone portable, il n'était pas possible que quelqu'un ait pu garder 10 ans le même téléphone. J'ai dit, pourtant, c'est la vérité. Je suis obligé, je ne vous mens pas. Je ne vois pas pourquoi je vous mentirais sur cette question. Et il m'a dit, celui que je vous vends aujourd'hui a une durée de vie de 3 ans. C'est quand même une petite expérience intéressante, non? Bon. Alors, combien faut-il que durent les objets que nous utilisons quotidiennement? On est en train de découvrir que peut-être certains instruments de notre vie quotidienne pourraient être non seulement recyclés, mais peut-être réparés. En tout cas, les cuidadores de la Casa Común de Buenos Aires, ils ont compris ça, et ils font donc de la réparation d'objets, et ils en ont même fait un système non seulement d'apprentissage pour les jeunes, qui apprennent à réparer, et du coup qui apprennent beaucoup de choses avec leurs mains, mais ils en ont fait aussi un système commercial parce qu'ils revendent les appareils. Quand les premiers pionniers de l'écologie, je pense à René Dumont, dont au moins le nom évoque sans doute quelques souvenirs, certains d'entre vous, ou quelqu'un que j'aimais beaucoup qui s'appelait François de Ravignan, moins connu, mais très bon connaisseur de ce qu'on appelait les économies communautaires, c'est-à-dire les petites économies rurales. Il avait travaillé en Afrique, beaucoup, et il avait remarqué qu'en Afrique, il y a de quoi nourrir absolument tout le monde, à la condition de sauvegarder les économies locales. C'est ce que nous essayons de proposer aussi en Colombie actuellement, où on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de développer des grands champs de production intensifs. Les modèles, on peut dire, de petits territoires et de production communautaire peuvent satisfaire en qualité et créer des liens en plus des différentes régions. Lorsque les premiers pionniers de l'écologie, moi j'ai été formé par l'un et l'autre, en tout cas surtout par François de Ravignan, parlent d'une nécessaire réorientation d'activités humaines, ils sont considérés comme des marginaux. On dit d'eux
qu'ils sont des personnes qui ne veulent pas être dans le progrès, qui regardent vers l'arrière. Ravignan, il était très, très malheureux de ça, parce qu'il était convaincu que l'analyse des écosystèmes, ce qu'on appelle des écosystèmes, c'est-à-dire des réalités écologiques et aussi économiques locales, la connaissance de ces imbrications, d'implications des acteurs et de la nature, localement, à petite échelle, est le petit, on peut dire le petit modèle, ou le modèle réduit, on peut dire, de l'économie, est la clé de la sortie de la famine. Et la clé de la sortie de la pauvreté terrible, de ne pas pouvoir avoir accès à de quoi manger et de quoi se satisfaire. Nous ressentons le besoin d'une réflexion aujourd'hui pour discerner ce qui est utile et préférable pour notre humanité, ce qui est nuisible et malsain, pesticides, pollution, je vais revenir sur la pollution, surconsommation, gigantisme, conséquences sur la santé d'un rythme épuisant. Et on peut dire qu'on a fait allusion au COP. Bon, malheureusement, les résultats de la COP 25 ne sont pas concluants, ne sont pas convaincants. Et pour avoir participé aux deux précédentes, COP 23 et COP 24, à Bonn et à Katowice en Pologne, ce que j'ai retenu pour ma part des discussions, alors c'est compliqué parce que le Vatican n'a pas un rôle actif, il est membre observateur. Mais comme membre observateur, on a été plus d'une fois sollicité, j'ai été pour ma part plus d'une fois sollicité pour donner du sens au modèle de développement aujourd'hui. Et ce qui est apparu dans les deux COP, à Bonn, dans un contexte difficile, c'était au moment où les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris, et où les îles du Pacifique levaient la main en disant « c'est peut-être la dernière fois qu'on vient, parce que la mer est en train de monter et un certain nombre de nos îles vont disparaître. À l'aide, help. Si vous ne prenez pas des décisions dans les 5 ans qui viennent, c'est la mort pour nous. » Ça, c'était bon. Autant vous dire qu'on repart un peu touché quand même. Et à Katowice, ce qui a été évidemment très important, c'est de montrer que l'écologie n'appartient pas seulement aux dirigeants, elle appartient aux citoyens. Et il y avait deux COP à Katowice, la COP à l'intérieur du Palais des Congrès et la COP à l'extérieur, où un certain nombre d'associations, de pédagogues, d'écoles, ont expliqué comment ils expliquaient aux enfants l'énergie solaire, la gestion respectueuse d'un environnement local, la solidarité, le partage des biens, etc. Et je suis rentré, j'ai fait un rapport en disant peut-être que la COP est à l'extérieur du Palais des Congrès. Et donc la question pour nous aujourd'hui, elle est là. Où est la conscience des décisions? Et ce que j'ai dit à Bruxelles lors d'une rencontre des parlementaires, je vais le dire en anglais, mais parce que je l'ai dit en anglais, qui va décider? Who is going to decide now? Qui va décider maintenant? Qui va faire que, par exemple, les 250 milliards qui sont sur le compte de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, vont être affectés à des initiatives qui permettraient de rééquilibrer et qui permettraient de lutter contre le réchauffement climatique? Qui va décider? Si nous ne décidons pas, et cette décision aujourd'hui, il faut le reconnaître, elle est à la fois en chacun de nous, de manière collective et au niveau politique. Passer de l'intention morale à la décision politique, j'ai dit 2 fois politique, c'était une erreur, c'est la décision financière et politique. La responsabilité citoyenne requiert de notre part, et j'étais heureux que tu dises ça en commençant, Edith, requiert de notre part une option pour le dialogue. C'est trop grave ce que nous sommes en train de vivre, c'est trop important pour nos enfants et nos petits-enfants pour que nous nous fassions la guerre à ce sujet. Nous ne sommes plus dans un temps où nous pouvons nous opposer thèse à thèse, groupe à groupe. Nous sommes devant des décisions qui concernent l'avenir de la vie sur la planète. Et donc, la connexion des crises, crise du modèle économique, crise écologique, crise financière, du jour au lendemain, on peut avoir une nouvelle crise financière. On le sait. Plus forte que celle de 2008. On a réinjecté 1000 milliards pour sauver le système financier en 2008. Est-ce qu'on aura le courage
d'injecter, parce que nous avons de l'argent dans les réserves des pays développés en tout cas, suffisamment pour sauvegarder cette planète qui nous est chère. La succession des crises disent que notre très grande difficulté, c'est précisément de sortir des impasses de l'accumulation, des impasses d'un modèle dont nous n'arrivons pas à sortir, et des inégalités sociales. Le lien entre la dégradation de la Terre et la dégradation des relations humaines est au cœur de la réflexion. Il n'y a pas d'un côté, ça c'est pas moi qui dis ça, c'est le pape François, nous en avons souvent parlé, et encore récemment, il n'y a pas d'un côté la crise écologique et de l'autre côté la crise sociale. C'est la même crise. Et il a écrit dans son encyclique que j'ai ici, Laudato Si, j'expliquerai pourquoi ça s'appelle Laudato Si, c'est un mot un peu curieux. Il a écrit nous sommes en train d'écouter deux cris, mais qui sont le même cri, le cri de la terre et le cri des pauvres. Et si nous voulons être des citoyens responsables, nous sommes amenés à entendre les deux cris, et non pas un seul. Écouter le cri de la terre et le cri des pauvres. Et comment faire? Quand je dis privilégier le dialogue, c'est faire ce que nous sommes en train de faire ce soir, c'est prendre le temps de la réflexion, c'est se poser, c'est prendre aussi le temps de se revoir, de se reposer, à tous les sens du mot d'ailleurs, mais de se reposer, c'est-à-dire de se retrouver, de se rencontrer, la cultura dell'incontro, le dit François aussi, la culture de la rencontre. Passer de la culture du toujours plus et de la consommation effrénée à une culture de la rencontre, avec peu de choses, sinon ce que nous croyons. Notre richesse, c'est ce que nous croyons. Notre richesse, c'est l'expérience que nos parents nous ont laissée. Notre richesse, c'est l'apprentissage que nous avons reçu de la part des anciens. En Afrique, j'étais à Abidjan au mois de novembre, on a dit, mais comment on peut faire? Il dit, mais les anciens, ce qu'on appelle les vieux en Afrique. Les vieux sont nos maîtres. Et du coup, j'ai demandé à ce que le deuxième jour du séminaire, on invite un certain nombre de chefs de village. Et donc, nous avons fait ça. C'était passionnant d'entendre les chefs de village dire comment ils ont cultivé les parcelles autour du village avant qu'on leur dise qu'il fallait faire des grandes rizières ou qu'il fallait cultiver de l'huile de palme, parce que, paraît-il, ça fait plus d'argent. Paraît-il. Pas pour eux, en tout cas. La réflexion entre la terre et les relations humaines et morales est au cœur de la réflexion. Il nous faut donc essayer. Moi, je suis là ce soir, et puis je l'ai déjà fait dans de nombreux lieux, avec d'autres réflexions, mais dans le même sens. Nous sommes là pour apprendre la rencontre. La rencontre entre les acteurs économiques, bon, par exemple, moi je peux dire que j'ai appris d'année en année, depuis que je suis à Rome, à recevoir des représentants du monde économique et financier. C'est pas très facile, parce qu'ils ont un langage, parce qu'ils ont des références, parce qu'ils sont convaincus que le système de l'initiative, le système de l'investissement est le seul système possible. Du coup, par exemple, j'ai été amené à piloter un groupe sur le sens de l'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire investir? Vous avez 3 euros, vous avez 5 euros, vous les mettez dans un projet. C'est ça, investir. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est peut-être avoir confiance dans la personne qui va porter le projet. D'ailleurs, le même mot investir a deux sens. Les psychologues disent que nous investissons une relation, que nous investissons une solidarité, que nous investissons une activité. Et donc, la question aujourd'hui, c'est une question très intéressante. Où voulons-nous mettre notre argent, mais aussi où voulons-nous mettre notre confiance? En quoi et en qui mettons-nous notre confiance? Seul le dialogue permet de clarifier cela, et nous avons besoin de cela. Au cœur du débat, et on sent bien que c'est de ça dont il s'agit, au cœur du débat, nous voyons se confronter, parfois s'affronter des références qui sont diverses. Ce que l'on a pu appeler autour de la discussion sur cette encyclique sur le soin de la maison commune, puisque le sous-titre c'est le soin de la maison commune, protéger la maison commune, tout ce qui tourne autour de ce qu'on pourrait appeler une espèce de rêve prométhéen. Le rêve prométhéen, c'est encore une fois de contrôler et d'être le maître du monde. Et nous sentons bien que dans certains discours et dans certaines initiatives, dans certains investissements, il y a un peu le rêve d'être maître du monde.
hier comme aujourd'hui. Tout. L'antique, c'est casser la figure. J'espère que ça n'est pas un mauvais on la reprendra et on la remettra à la fin. En tout cas, nous sentons bien que nous sommes appelés à repenser le rapport entre les vivants. Dans le débat, c'est ça. Passer d'une volonté de contrôle à une volonté de respecter ce que nous appelons la biodiversité et les écosystèmes. Les vivants, chaque mode du vivant, le plus petit insecte, il y a des gens qui sont plus qualifiés que moi qui pourraient vous expliquer ça. Chaque petit vivant, le moindre, il faut le laisser, oui, voilà. C'est peut-être parce que le livre est trop fort pour celui qui le porte. En tout cas, chaque expression du vivant a besoin de l'autre vivant qui est à côté de lui. On se rend compte de ça avec les incendies en Australie. On est en train de perdre des centaines d'espèces, des milliers d'espèces. Mais on est aussi en train de perdre la solidarité entre ces espèces. Et quand on a ici repéré que disparaissaient des abeilles ou que disparaissait un certain nombre d'insectes, on a compris aussi que d'autres vivants, végétaux ou animaux, étaient aussi en péril. Comment est-ce qu'on peut, vous allez me dire, ça peut paraître des leçons de choses, ce que je suis en train de vous dire, de la biologie, mais comment être des biologistes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui s'intéressent à cette complémentarité des vivants? De la même manière que nous avons besoin les uns des autres, de la même manière les vivants ont besoin les uns des autres, les autres vivants, de la même manière les vivants et les humains ont besoin les uns de l'autre. C'est ce besoin de l'autre qui est au cœur du débat, sur lequel il nous faut évidemment réfléchir. Complémentarité des êtres, complémentarité des rôles, avec une ligne d'horizon, c'est comment faire pour que se déploie l'autre. Si l'autre se déploie, alors je peux grandir. Si l'autre ne peut pas se déployer, je vais avoir beaucoup plus de peine à grandir et à me déployer moi-même. C'est la même chose qui se passe dans le monde social et dans le monde politique. Si l'autre se sent protégé, il risque bien de me protéger aussi. Si l'autre se sent menacé, il risque bien de me menacer aussi. C'est la logique dans laquelle on a construit le dernier message du pape François pour la paix, qui a été publié le 1er janvier. La paix ne peut pas se construire sur la menace. Elle ne peut se construire que sur le risque que nous prenons de faire confiance à notre voisin, de faire confiance à ceux qui sont dans notre famille, de faire confiance aux autres. Et si nous disons cela, c'est parce que nous savons que nous avons du bonheur à nous déployer quand l'autre le reconnaît, et nous avons du bonheur à voir l'autre se déployer quand il donne le meilleur de lui-même et nous aide à grandir. Trouver aussi un autre rapport au temps. C'est aussi une des intuitions fortes de François qui dit « le temps est supérieur à l'espace ». Nous voulons être les maîtres de l'espace, de la terre, des territoires, et nous perdons le sens du temps. Le temps, c'est le temps de la rencontre, c'est le temps que nous prenons ce soir. Effectivement, il y a tant de choses à faire en samedi soir. Nous prenons le temps d'être ensemble et de réfléchir un peu. Mais le temps, c'est aussi le temps de la patience. Laisser grandir. J'ai eu une maman qui était arboriste et qui me disait « si tu ne vois pas, si tu ne sens pas grandir une plante, tu ne pourras jamais comprendre les personnes ». Je gardais cette phrase qu'elle m'a prononcée, j'avais 10 ans à l'époque. Je n'ai pas compris sur le moment ce que vous l'avez dit. Mais je comprends maintenant que je vieillis un peu. En effet, si nous tirons sur la plante, en voulant qu'elle grandisse plus vite, qu'elle produise plus, nous risquons de passer à côté de la grandeur de cette croissance. Croissance d'une plante, croissance d'un environnement, d'un écosystème, croissance économique, croissance d'un monde, croissance des personnes. Il faut du temps pour ça. La vie est un chemin. La vie a besoin d'étapes. Si nous sommes dans le temps, nous sommes dans la patience,
Nous sommes dans la passion, nous sommes dans l'espérance. Et on peut dire qu'à certains moments, la surdétermination, la surconsommation tue l'espérance. Parce que nous réalisons immédiatement une consommation qui est trop forte et trop rapide. Cela m'amène à penser doucement ce que je vais appeler l'écologie intégrale. Mais avant, je vais terminer cette série de réflexions, cette deuxième réflexion, autour de cette conjonction que nous sommes amenés à faire, même si nous ne sommes pas des spécialistes du changement climatique. Nous avons compris que le type de développement qui est le nôtre produit du réchauffement, produit aussi des émissions de gaz à effet de serre, produit du dioxyde de carbone, et que cela, évidemment, met en cause la réalité même de la vie, et met en cause la fragilité du vivant. Ce réchauffement a des conséquences, en retour, sur le rythme des saisons. Je ne sais plus très très bien à quelle saison on est à certains moments. Sur la considération des éléments, sur l'émergence de nouveaux phénomènes en matière de bactériologie, etc. L'augmentation du réchauffement requiert des décisions en matière de gestion de l'énergie, nous le sentons bien. Mais sommes-nous prêts vraiment à isoler nos maisons? Sommes-nous prêts à faire l'option de déplacement qui soit moins polluant? Sommes-nous prêts à faire? Il y a évidemment, on le sent bien, des décisions à prendre. Au Ducaster où je suis, j'ai proposé que nous limitions les déplacements et que nous fassions des conférences par téléconférence pour éviter de toujours avoir un certain nombre de déplacements d'avions. Vous allez me dire, les avions continueront de voler, bien sûr, mais si nous sommes un certain nombre à délimiter nos déplacements, à les limiter en tout cas, peut-être qu'il peut y avoir une inversion, en tout cas une correction. En matière d'énergie, en matière de protection des équilibres vitaux, en matière de renouvellement des espèces, de protection des espèces, en matière de construction, en matière de transport, en matière de mode de vie. La pollution, évidemment, qui est l'effet de cette surproduction, a des conséquences sur les organismes et sur la santé. J'ai plus d'une fois croisé des personnes qui avaient développé des pathologies, et moi-même j'ai été, il n'y a pas très longtemps, victime de la pollution avec une double pneumonie, et je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Et un des médecins qui m'a soigné m'a dit: je suis obligé de vous dire que vous êtes victime de la pollution. Bon, vous êtes fragile, voilà, mais vous êtes victime de la pollution. L'objectif 1.5, dont on a souvent entendu parler dans les conférences internationales, l'objectif 1.5, c'est-à-dire ne pas dépasser l'augmentation du réchauffement à 1.5, alors que nous sommes plutôt vers 2.5 actuellement. Cet objectif est encore possible, même si l'activité actuelle nous conduit vers une évaluation près de 3 degrés, mais requiert sans attendre des décisions qui ont des incidences en termes de choix d'activité, en termes d'emploi, en termes de choix de consommation aussi. Cela m'amène à une troisième série de réflexions qui est importante pour nous, c'est de définir, de clarifier ce que l'on appelle depuis quelque temps, et en particulier dans la foulée, dans l'inspiration de ce texte de l'Église catholique et du pape François sur l'écologie intégrale, l'écologie intégrale. Vous savez que le mot écologie vient d'un mot grec oikos qui veut dire la maison. Écologie, c'est la connaissance de la maison. Ça a donné aussi le mot économie, c'est intéressant. C'est la même racine qui a donné écologie et économie. L'économie, c'est l'organisation de la maison. L'écologie, c'est la connaissance de la maison, de la manière de vivre ensemble, la manière d'habiter la maison. Ça a donné aussi le mot œcuménisme, on ne le dit pas souvent, mais l'œcuménisme, c'est le dialogue à l'intérieur d'une même maison, c'est-à-dire la construction d'une communauté de dialogue. Parler d'écologie intégrale, c'est parler d'une approche de la maison commune. Notre maison commune, c'est la planète. Et on sent bien qu'on a besoin de définir cette planète comme une maison. C'est aussi nos territoires.
c'est-à-dire les lieux que nous habitons. Quand je dis territoire, je m'inspire de la réflexion des latino-américains sur le territoire, où ils articulent toujours l'activité économique, l'activité culturelle et communautaire et la mémoire. La mémoire, c'est-à-dire la tradition. Tradition, économie et vie communautaire et solidarité. Territoire que nous habitons, mais aussi notre village, nos villes, notre quartier, nos forêts, nos rivières, nos zones humides. Nous sentons très bien que on a beaucoup parlé de l'Amazonie, on a dit mais qu'est-ce qui arrive ou pas, pourquoi ils s'intéressent à l'Amazonie, alors quand on a dit mais c'est un poumon pour l'humanité, ah bon, mais il y en a d'autres, il y a d'autres poumons, il y a d'autres lieux qu'il importe de sauvegarder. Alors du coup on a parlé de la Conca du Congo, on a parlé d'un certain nombre de pays. Moi j'ai dit mais vous savez, chaque pays a son Amazonie. Nous avons peut-être dans notre commune ici des bois, quelques zones humides, quelques terres humides qu'il importe de sauvegarder. Parce qu'elles sont des lieux de respiration. Mais qui nous apprend ça? Il faut que nous puissions développer une connaissance de ces lieux. La Venise verte, ou bien les oasis. Les oasis du Sahara sont des poumons. Ce sont des lieux de respiration. Donc, tous les pays ont une Amazonie à sauvegarder. Et la question pour nous, c'est évidemment de savoir comment nous pouvons sauvegarder ces lieux qui sont des lieux, encore une fois, qui sont des lieux de dépollution, qui sont des lieux de filtre, qui sont des lieux de renouvellement, de ressourcement, qui sont des lieux de respiration. L'écologie intégrale pense ensemble. Pourquoi elle s'appelle intégrale? C'est parce qu'elle pense ensemble les éléments, les vivants, la complémentarité entre les organismes et les générations, le rapport à l'autre et le rapport à son propre corps. Il faut dire tout cela. Être adepte ou faire le choix de l'écologie intégrale, c'est s'intéresser à la solidarité entre les vivants, c'est s'intéresser à la complémentarité entre les organismes, y compris les petits organismes, les plus petits organismes. J'aime beaucoup ce que nous avons appris les bouddhistes dans notre rencontre à Rome, il y a 18 mois. Ils nous disaient, mais certains se moquent de nous parce que nous pensons qu'il est important de ne pas tuer un insecte, mais un jour vous comprendrez pourquoi. Parce que s'il n'y a plus d'insectes, la vie ne peut plus continuer. Donc, il s'agit de prendre soin de chacun des organismes, mais aussi de prendre soin des générations, c'est-à-dire du renouvellement, y compris évidemment de nos générations, c'est-à-dire du lien entre nous, entre parents et enfants, le rapport à l'autre. J'ai mis un petit A et un grand A. Évidemment, le rapport à notre propre corps, c'est-à-dire à notre propre santé. L'écologie intégrale est une exigence vitale. La perte d'équilibre d'un membre de la communauté entraîne la perte d'équilibre de la communauté. Quand un membre de la communauté est malade, la communauté est malade. On peut dire, je pense vraiment, qu'il y a des maladies sociales, psychiques, relationnelles, qui tiennent au fait que nous développons des pathologies, nous développons des maladies dans le déséquilibre de notre vie, dans ce que nous avons dit tout à l'heure en termes de surconsommation ou de surproduction. Je cite maintenant ce texte qui s'appelle donc Laudato Si. Alors pourquoi ce texte s'appelle-t-il Laudato Si? Vous savez que ce sont les premiers mots d'un texte de saint François d'Assise. François d'Assise qui était en son temps, il y a donc très longtemps, un passionné du dialogue avec les vivants, avec la nature, avec la création, a écrit un texte absolument magnifique qui s'appelle le Cantique des créatures. Et ce Cantique des créatures commence par Laudato Si o Signore. Sois loué. Laudato Si, c'est-à-dire sois loué. C'est l'italien. Laudato Si o Signore, au Seigneur, pour chacun des vivants, pour le jour et pour la nuit, pour la terre et pour la mer, pour les enfants et pour les vieillards, et il termine en disant « Loué sois-tu, y compris pour la mort ». Autrement dit, il y a dans ce texte, dans ce terme « Laudato Si », quelqu'un qui me traduisait lors d'une conférence qui n'avait pas compris que c'était pas « Laudato Si »,
et disait Laudato, yes. Mais pourquoi pas?